c'est vraiment une relation horizontale où il y a une demande qui émane de la mentorée vers la mentor. Dans ce cas précis, Atuj Forum aide à ce qu'il y ait ce matching, mais que ce soit dans le réseau personnel ou que ce soit en entreprise, il faut que la demande émane de la mentorée. On passe à la slide suivante. Alors s'engager envers la mentorée, ça signifie quoi? Ça signifie aider la mentorée à se développer, à réaliser son potentiel. Donc déjà, ça sous-entend qu'on est supposé pouvoir identifier le potentiel, pouvoir l'évaluer, pouvoir le comprendre, à réaliser donc son potentiel, à atteindre ses objectifs, objectifs SMART, objectifs précis, concis, temporels, dans un temps déterminé, et à s'engager activement dans la relation. Donc, ça sous-entend, encore une fois, un engagement de la part du mentor ou de la mentor, et bien entendu de la mentorée. Donc, côté mentoré, on demande beaucoup d'écoute. Donc, adopter une position d'apprenante, ça va demander aussi beaucoup d'agilité, même si on a terminé son processus d'apprentissage qui, entre parenthèses, ne se termine jamais. Mais bon, à supposer qu'on a intégré un système, on a intégré une organisation, et qu'à partir de là, on est junior ou confirmé, mais qu'on a besoin d'être mentoré, il faudrait suffisamment d'agilité pour revenir dans une position d'apprenant ou d'apprenante pour écouter suffisamment et s'apprêter et être disposé à apprendre de nouveau. Donc, rester à l'écoute de sa mentor, s'approprier les connaissances de sa mentor et appliquer les recommandations. Puisqu'à un certain moment, ça va être soit une relation où il y aura quelques petits conseils, soit une relation où il y aura plusieurs recommandations pour notamment monter en compétences, pour aller mieux, se sentir mieux et appréhender les changements ou de nouveaux apprentissages. Donc ça, c'est côté mentoré. Juste la slide d'après, très très vite. Donc c'est vraiment une relation d'aide pour gravir les échelons, une toute petite schématisation pour savoir que de toute façon, il va falloir qu'il y ait quelques marges de différence entre les deux. C'est vrai que c'est une relation horizontale, certes, une relation de confiance, certes, mais où il y a aussi un profil qui va au niveau des connaissances dominer et apporter quelque chose. Qu'on le veuille ou pas, il va falloir s'y préparer. Donc, les bénéfices du mentorat, slide suivante, s'il te plaît, c'est bien, ça marche. Celle-là? Mentorer, exactement, on est là, on est bon. Non, celle d'avant, s'il te plaît, la 6, merci. Donc, au niveau de la mentorée, quel est en tant que mentor, quel est votre bénéfice, vous, à rentrer et à vous engager dans ce genre de programme de mentorat, que ce soit pour la TUJ for Women ou que ce soit en entreprise en général? C'est que vous allez consolider les connaissances que vous avez et vous allez vous améliorer à pouvoir transmettre ces connaissances. Parce qu'entre maîtriser des connaissances et maîtriser la capacité à les transmettre, parfois, il y a un gap et de passer par une expérience de mentorat, c'est une occasion inestimée de gravir cette étape-là. Donc, augmenter sa performance, avancer dans sa carrière, favoriser sa satisfaction au travail, parce que ça donne aussi du sens d'être mentor. On a ces petits protégés, on a des personnes qu'on va de temps en temps encadrer, qu'on va de temps en temps accompagner, à qui on va apporter une aide. Et donc c'est vrai que ça augmente la satisfaction au travail, et des deux côtés. S'inspirer de l'expérience de l'autre et mettre en place une bonne stratégie et des actions concrètes pour notamment son mentoré. Donc, aider beaucoup le mentoré à mettre des actions concrètes en place. Parce que entre les recommandations et la mise en place d'actions concrètes, la faisabilité est très importante. Et de le faire, c'est très important. Donc, prendre du recul, côté mentor, prendre du recul sur soi-même, analyser ses propres pratiques, comment vous êtes en train d'écouter l'autre, comment vous êtes en train de transmettre l'information, réveiller le potentiel de la mentorée, donc comment challenger, comment booster, comment faire monter réellement en compétence et booster son réseau et sa capacité d'influence, parce qu'à partir du moment où on a des mentorés, on augmente son champ d'intervention et son champ d'influence, inspirer et véhiculer ses propres valeurs. Et d'ailleurs, on va en reparler après
pour qu'il y ait un réel matching, il faut qu'il y ait un socle de valeurs communes sur lequel va reposer le matching de mentorat. Inspirer et véhiculer ces valeurs, donc améliorer son écoute et son analyse. Les attitudes à privilégier. Les attitudes à privilégier sont côté mentor, être attentif au profil de votre mentoré, adapter votre pédagogie slide suivante, s'il te plaît. C'est une preuve de connaissance. Encourager. Je la suivante. Oui, mais c'est pas grave si on met la slide pour suivre. Donc, encourager la mentorée, son apprentissage. Bien sûr, faire preuve de beaucoup de bienveillance, d'éthique et de respect envers sa mentorée, bien entendu, envers soi-même, envers tout le monde dans l'absolu, mais encore plus dans cette situation-ci, pour aider notamment la mentorée à s'ouvrir davantage. Être dans un moment de vie où l'on est mentalement disponible et dans l'absolu. Ben, il faut une disponibilité au niveau du temps et une disponibilité mentale. Ben, il faut avoir beaucoup moins de choses. Et vous n'avez pas suffisamment de temps à consacrer à votre mentee, à votre mentoré, ça ne finalement à grand-chose. Donc, attitude à privilégier côté mentoré. Donc, si jamais on a beaucoup de juniors au niveau mentoré, bien entendu, en amont, il va falloir définir des objectifs précis et un cadre temporel. À quelle fréquence, comme l'a dit tout à l'heure Stémia en introduction, à quelle fréquence on va se voir, à quelle fréquence on va discuter, à quelle fréquence on va mettre des points et des balises pour avancer. S'inspirer, donc devenez mentor afin d'apporter une aide aux autres et enrichir le réseau, pourquoi pas. Ça, c'est à la fin de votre session de mentoring, l'idéal aussi en guise de reconnaissance ou même d'évolution personnelle. Pourquoi ne pas devenir mentor à votre tour. Communiquer, échanger et s'assurer de ce fameux socle de valeurs communes. Communiquer en présentiel ou en visioconférence, ça c'est sur l'outil et sur le format, mais essayez aussi de parler un minimum de ces valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous nourrissent, quelles sont les valeurs de motivation et voir si vous avez ce fameux matching avec votre mentor ou pas. Ça, c'était les attitudes à privilégier. Les fameuses conduites à éviter, slide 9, s'il te plaît, c'est bien. Donc, côté mentor, ne surtout pas se prendre pour un manager, ne manquez pas de communication, ne manquez pas de bienveillance et ne manquez pas de patience parce que ça va vous demander de la patience. Côté mentoré, le mentor, sachez que le mentor n'est pas votre psychologue, donc ce n'est ni votre coach ni votre psychologue. Ne soyez pas trop dans la dépendance, ne soyez pas absent, c'est votre projet avant toute chose. Il y a quelqu'un en face qui va quand même vous consacrer du temps. Donc, soyez attentifs au syndrome de la bonne élève, kiff kiff. Ne faites pas uniquement juste votre petit devoir sans aller au-delà de ça, sans réseauter à votre tour, sans utiliser le networking que le mentor va mettre à votre disposition. Donc, je me dépêche. Slide 10, quelques limites du mentorat. Alors, très vite, c'est un petit bonus en entreprise. Alors, en entreprise, c'est une stratégie, le mentoring, à mettre en place, une stratégie chic et pas chère, qui ne coûte pas cher, parce qu'il n'y a pas de relation de coaching ou d'accompagnement par des consultants. C'est entre salariés et collaborateurs d'une même entreprise. Il y a beaucoup de bénéfices, mais la limite essentielle à ce mentoring, c'est que le mentor, en tissant des liens, en ayant des mentorés, à partir du c'est des liens qui se créent, c'est des liens très forts qui se créent, et ça, c'est un risque pour les RH en place et pour la fuite des compétences et des talents. Donc, les risques par rapport à la relation qui peut mettre la relation en difficulté,
c'est quand on ne respecte pas la charte d'éthique, on a ce projet avec la TUJ for Women de monter une fiche d'accompagnement que sûrement Semia mettra à la disposition de ce projet. On a pour projet aussi de faire cette charte d'éthique, donc une charte d'éthique et de bienveillance. Et bien entendu, vous ne vous assurez pas de votre bonne entente. Enfin, il faut aussi qu'il y ait un minimum d'entente. Donc, on revient à ce socle de valeurs. Et lorsque les objectifs ne sont pas clairs, lorsque le cadre n'est pas clair, on risque de déborder. Il faut que j'évite de déborder sur le temps. Presque dernière slide, c'est bien. Le mentorat crée des ponts entre expérimentés et juniors, entre seniors et confirmés. Il crée ces fameux ponts et un networking efficace et de bonne qualité. Devenez mentor à votre tour afin d'apporter une aide aux autres et d'enrichir votre propre réseau. Donc, vous allez enrichir le réseau de votre mentor et vice-versa. Et plus tard, vous voilà. Donc, mais votre déborder sur le temps. Désolée, c'est bien, mais ça ira. Allez, on va speeder. Merci. Micro, c'est bien, micro. Mais, déclenche ton micro, please. Voilà. Merci beaucoup, Fatma Mariam. On va passer à un petit rond de table. On a préparé des questions. Je passe la main à Ashla pour commencer avec les questions. Oui. Fatma Mariam, en fait, tu as abordé rapidement en fait, le mot. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fait. Allô? Ok. Tu as abordé rapidement le mot coaching et coach et tout ça. Mais en fait, je pense que c'est pas très clair en fait la différence entre coaching et mentoring. Donc, je ne sais pas si tu peux vraiment clarifier. Écoute, je te remercie pour la question. Chérard. Alors, la différence prépondérante, je l'ai dit, je l'ai un peu dit tout à l'heure sous le ton de l'humour, mais c'est réel. Alors, tout d'abord, sans tabou, la relation avec un coach, elle est déjà payante. Donc maintenant, c'est un métier à part entière. Donc, ça va être un mentoré, donc quelqu'un qui va recruter un coach, ou une entreprise, ou bien une entreprise qui va recruter un coach pour mettre en place un plan d'action, d'amélioration, soit d'attitude, soit de compétences au niveau des soft skills ou autres. D'accord? Donc ça, c'est une première différence. Une deuxième différence, donc le mentoring est gratuit, le coaching est payant. D'abord, au niveau du corps de métier, lorsqu'on a un coach en face de soi, ou elle a un psy, ou elle a anyway, quand on a quelqu'un d'autre qui va faire une sorte d'accompagnement, s'il ne se concentre que sur le côté soft skills, sur les compétences, entre guillemets, molles, plus les compétences de communication, de savoir-être et de savoir évoluer, il n'est pas supposé avoir l'expérimentation au niveau métier. D'accord? Donc, c'est vrai que, notamment dans l'organisation de la TUJ, ce que j'ai apprécié beaucoup dans la TUJ for Women, c'est qu'ils ont essayé beaucoup de faire des groupes par corps de métier, par spécialité, et de faire le matching par spécialité. Parce que dans le mentoring, le vrai avantage, et cette différence-là qui est très avantageuse dans le cas du mentoring, c'est que le mentor, il a l'expérience suffisante et nécessaire pour faire monter son mentoré, et notamment sur les soft skills et les hard skills en même temps. OK? Donc ça, c'était une différence importante. Et la demande, elle émane de qui? Dans le cas du coaching ou de l'accompagnement en toutes sortes, la demande, elle peut émaner de l'entreprise et la demande peut émaner du coaché lui-même, donc de la personne elle-même. Dans le cas du mentorat, la demande ne peut émaner que du mentoré. Et d'ailleurs, c'est cette culture-là qu'on cherche à travers ce programme de la TUJ for Women, avec Senia et toute l'équipe, avec toi et Shlach aussi, c'est de développer cette culture de mentorat. Donc au début, on va l'initier, on va essayer de la rendre plus commune, mais après, elle va devenir automatique dans le comportement des gens, soit dans les réseaux, soit dans les entreprises. D'accord? Donc, il y a cette grande différence.
Juste un dernier point sur la question pertinente de Shrah. Il faut absolument qu'un bon mentor soit passé par là où vous avez besoin de passer actuellement. S'il a déjà fait un bout de chemin par lequel vous devez passer, et notamment professionnellement parlant, puisqu'on parle énormément du monde professionnel actuellement, c'est l'idéal, parce que c'est là où il vous fera gagner du temps, et c'est là où il vous fera éviter certaines erreurs, certaines fausses pistes que lui a fait à l'époque. Et d'ailleurs, on pourra aussi parler de cette fameuse relation femme-femme après. Bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, Eshla. Et justement, non, c'est très bien. Et justement, en fait, est-ce que l'efficacité, en termes d'efficacité, en fait, du mentoring, est-ce que, par exemple, l'interaction femme-femme est plus efficace ou pas? Effet genre, ce qu'on appelle. Oui. L'effet genre, il a aussi ses avantages. Je crois énormément au mentorat femme-femme, même si je crois aussi beaucoup à la mixité des équipes. Si on arrive à trouver un bon matching entre profil professionnel, parcours et expérimentation professionnelle, entre carrière, entre ce fameux statut de leader femme ou homme d'ailleurs, si en plus de ça, on a la cerise sur le gâteau de cette relation privilégiée femme-femme, ça serait l'idéal parce que souvent, il y a la particularité, je ne peux pas ne pas en parler, la particularité de la maternité chez les femmes. Donc, il va y avoir des conseils en plus par rapport à l'ascension, soit à une mise au frigo ou quoi que ce soit, après un retour d'une éventuelle maternité ou pas, soit un départ, soit à d'éventuelles maternités ou pas. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des recommandations beaucoup plus adaptées et un matching de meilleure qualité entre femmes et femmes. Donc, si on a, je sais pas moi, la vingtaine ou la trentaine et qu'on a accès à une mentor qui a 5 ans de plus, 10 ans de plus, 15 ans de plus, il est fort probable qu'elle nous donne des conseils et des recommandations de ce qu'elle a vécu avant, de quels étaient les faux pas par rapport à peut-être des éventuelles programmations, réajustements, qu'est-ce qu'elle aurait peut-être voulu faire mieux, etc. Et on pourrait s'en inspirer. Après, c'est toujours du cas par cas, c'est toujours des situations particulières et individuelles, mais on peut toujours s'inspirer de l'autre vécu. Et à ce stade-là, un homme peut apporter des conseils, mais pas aussi pertinents que ceux d'une femme, qu'on le veuille ou pas. Mais aussi, Fatma Mariam, je veux rajouter que quand on est mentoré par une femme, c'est de l'empowerment aussi. C'est vraiment ce qu'on a cherché par faire le womentoring, c'est d'avoir une mentor femme. Parce que toi, si par exemple tu travailles dans un milieu qui est dominé par les mâles ou je ne sais pas quoi, quand tu vois qu'il y a une femme devant toi qui a fait, comme tu as dit, elle est passée par le même chemin, j'ai pris note parce que c'est très important. Passer par les mêmes challenges et elle a vécu la même chose, elle a vécu toutes les particuliers d'être une femme. Je ne sais pas, on a grandi en Tunisie, on est parti à l'étranger, on est passé par là et de voir que moi, dans 10 ans, I can be there, je peux être là-bas, je peux réussir comme ce qu'elle a fait, je peux vraiment surmonter les challenges comme elle. Je pense qu'indirectement, c'est de l'empowerment parce que tu crois que c'est possible. Moi, quand je parle avec Shah, on est passé par les mêmes challenges à Paris, en France, on est passé ici. Mais en fait, en parler de manière comme ça, ouverte, c'est très important, ça te donne de la force. À part le côté maternité et tout ça, c'est le côté vraiment, tu trouves, c'est pour ça en fait, toute l'idée de Achieve for Women, c'est que il est plus facile de trouver des hommes dans différents secteurs que de trouver des femmes qui sont partis très très loin dans des secteurs tels que, je ne sais pas, on en parlait, je ne sais pas, neuroscience, intelligence artificielle, je ne sais pas, des secteurs comme ça, finance, banque. C'est ça en fait, de trouver une femme qui est arrivée assez loin, ça nous renforce entre nous. Oui. Et ça, je pense aussi, enfin, si je peux rajouter, c'est le rôle en fait du mentee, en fait, de trouver quelqu'un qui matche vraiment, non seulement sur le côté professionnel, mais aussi le vécu personnel du mentor. En fait, c'est super important, en fait, pour avoir un bon mentoring. Par exemple, ambitieux, ça peut être quelqu'un d'ambitieux. Quand on est ambitieux,
on Oui. pourrait matcher plus, par exemple, avec quelqu'un qui est aussi ambitieux, qui pourrait nous encourager pour aller vers de l'avant et vraiment aller très, très loin, je pense. Oui, J'avais une oui, question. je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup plus mis le point sur cette histoire de, entre guillemets, de maternité parce que au niveau RH, c'est à ce moment-là que les femmes prennent un peu plus de retard et risquent de prendre plus de retard dans l'ascension dans leur carrière. Mais tout le reste complète énormément mes propos. Je te remercie d'ailleurs, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a un grand pont, une jonction importante entre leadership et mentoring. En fait, il faudrait notamment trouver ce mentor qui doit représenter une sorte de leader, il doit inspirer un minimum, femme ou homme d'ailleurs. Et c'est vrai que de voir des femmes dans le top management ou dans des rôles de leader peut aider à inspirer et peut notamment augmenter l'empowerment pour dire oui, moi je voudrais bien être là-dedans. Donc c'est vrai que d'avoir, nous on appelle ça la visibilité des femmes dans les postes stratégiques et notamment le plaidoyer pour les femmes. C'est vrai que quand il y a une femme qui est amie des femmes, elle peut aider énormément à faire du plaidoyer pour l'ascension des femmes dans le top management. Mais bien entendu, quand il y a toutes les compétences nécessaires, ça c'est certain. Tout à fait. Et est-ce que l'effet âge aussi? Parce que généralement, quand on parle de mentor, on parle de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que nous, en fait. Est-ce que c'est important ou de se rapprocher de quelqu'un, en fait, qui n'est pas vraiment très, très loin en termes d'âge que nous et aussi plus efficace? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, la question est pertinente aussi, elle est touchy, mais importante. Oui. Alors, c'est juste mon avis, hein. Après, on peut toujours en rediscuter. Moi j'ai l'impression que le niveau d'expérience métier importe énormément. Si c'est quelqu'un qui n'a pas un minimum d'années de plus dans le métier, peut-être au niveau des soft skills, il pourrait apporter quelque chose. Et il est vraiment compétent dans ce qu'il fait là. Mais au niveau compétences métier, si on est dans un système donné, il est primordial de trouver un mentor qui va nous aider à faire l'ascension parce que ce fameux chemin-là, ben, c'est aussi des compétences techniques. C'est aussi quelqu'un qui va nous dire, moi, ça m'a aidé à apprendre ça, etc. Après, il peut y avoir aussi comment remédier au syndrome de la bonne élève, comment parler de politique en entreprise, quelle est la culture implicite et explicite en entreprise. On peut parler de tout ça aussi, ça complète. Mais ça aide beaucoup parce que le mentor est supposé avoir un minimum de sagesse, un minimum de maturité et cette fameuse prise de recul. Donc, s'il ne va pas nous aider à changer d'angle de vue, à reculer suffisamment pour avoir une vue globale de certaines situations lorsqu'on a complètement la tête dans le guidon et lorsqu'on s'en met les pinceaux, on n'arrive plus à juger de la situation. S'il n'a pas suffisamment d'années de bouteille et d'années d'expérience, il ne va pas y arriver non plus. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un critère qui est quand même prépondérant. Tout à fait. Tout à fait. On a Voilà. une question qu'on voulait poser, c'est on sait que durant le mentoring, on peut commencer à parler de sujets un peu sensibles parce qu'on est au Oui. boulot, on est un peu stressé, donc ça se mélange un peu côté personnel, côté professionnel. Et c'est vraiment ça, c'est un conseil pour les deux. C'est bon à savoir avant de commencer le programme. Comment on gère ces situations-là quand ça commence à parler de choses un peu plus personnelles, quand par exemple, je sais pas, le mentee, je sais pas, elle commence à pleurer, je sais pas. Est-ce que je sais que ça arrive Oui. et c'est quoi la meilleure façon Oui. pour gérer ces situations-là? Oui. Alors un conseil très, très factuel, très simple, très carré. Lorsque cela vous arrive, en tant que mentor, n'hésitez pas à orienter le mentoré ou la mentorée vers une aide plus adéquate. Ça veut dire il ne faut pas hésiter à les envoyer vers des professionnels. Si vous voyez que votre mentoré sort beaucoup du cadre, qu'il a des vraies difficultés, des difficultés émotionnelles ardues, qu'il a
des redondances et des répétitions et des vraies difficultés à surmonter, ça peut même être à surmonter un feedback négatif, j'en sais rien. Ça peut être beaucoup de choses à la fois. Il ne faut pas hésiter à les envoyer vers des professionnels, des psychologues pour commencer et autres, si c'est un peu plus grave parce qu'on ne sait jamais par quoi passent les personnes. Et donc, ne pas hésiter à dire, nous, on a un périmètre et un champ d'action, on a un périmètre d'action. Ça, c'est en deçà et c'est en dehors de mon périmètre, je ne peux pas agir là-dessus. C'est une phrase qui est toute simple, qui est très bienveillante et qui met chacun à sa place et chacun dans son rôle et dans sa responsabilité. Le mentor, réellement, comme on l'a mis dans une de nos slides, le mentor n'est pas le psychologue du mentoré et le mentor n'a pas à creuser, notamment dans des corps de métier qui ne sont pas les siens. Donc, il va sortir de son champ de compétences et ça n'aidera point le mentoré. Donc, à chaque fois qu'il y a des situations ou des sujets personnels very touchy ou très, très sensibles et très compliqués à gérer, il ne faut pas hésiter de parler de périmètre. Et donc, ce fameux cadre dont on a parlé dès le départ, il va servir. La fameuse fiche d'accompagnement qu'on va préparer ensemble pour le groupe, ça va aussi aider beaucoup. Donc, le cadre va y être et ne pas hésiter à s'en servir. Et le mentoré, en rentrant dans ce genre de projet, en intégrant ce genre de projet, il y aura connaissance, il y aura accès, il va avoir connaissance de ça. D'accord. Juste une question, en fait. Qu'est-ce qui fait que finalement le processus du mentoring, en fait, c'est quelque chose de puissant, en fait? C'est quoi la particularité de rendre le processus puissant? C'est quoi? Alors, ouais. ce qui rend le processus puissant, c'est les relations humaines qui vont être créées et tous les bénéfices qu'on peut en faire, parce que le mentor va d'un côté donner des recommandations, donner des conseils, mais va aussi faciliter l'accès à un networking de qualité qui va faire gagner un temps fou, un temps monstre aux mentorés. D'ailleurs, tous ceux qui ont rencontré le bon mentor au bon moment dans leur carrière, au cours de leur vie, au cours de leur carrière, ont gagné beaucoup de temps et puis ont gagné aussi en équilibre. Ça veut dire qu'ils ont eu moins de choses à gérer, moins de situations traumatisantes à gérer, parce qu'on leur a dit, entre parenthèses, s'ils ont été suffisamment à l'écoute. Ça veut dire que quand on leur a dit, n'allez pas dans ce chemin-là, ne faites pas ci, ne faites pas ça, s'ils écoutent, c'est parce qu'on leur a dit, moi, ça m'est arrivé, moi, je suis passé par là et j'ai eu des difficultés à dépasser ça et je n'aimerais pas que tu connaisses ça. À partir du moment où quelqu'un a vécu ça et qu'il est suffisamment dans la transparence et dans cette empathie, dans cette empathie émotionnelle et cognitive, on peut réellement lui faire confiance. Donc, la puissance de la relation, elle est dans ce lien privilégié. Et elle est dans des liens, même lorsqu'on quitte après les entreprises, même lorsqu'on se sépare pendant des années, même lorsqu'on ne se parle pas depuis des années, il y a quelque chose qui se crée et qui est de l'ordre du lien de qualité. Et le lien de qualité, il est encore de plus en plus rare aujourd'hui. Oui, et c'est confidentiel. C'est là où on traite le sujet de confidentialité, oui, c'est sûr. Ouais. D'accord. D'ailleurs, en entreprise, lorsqu'ils vont tout seuls choisir un mentor, ils vont prendre quelqu'un de confidentiel, quelqu'un qui est capable de tenir sa langue, qui est discret, qui ne va pas parler de la vie de tout le monde, parce que de temps en temps, on va déborder, on va parler de certaines choses. Ils vont prendre quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un qui a un comportement déontologique et éthique, parce que c'est celui à qui on aimerait ressembler, parce que c'est celui avec qui on aura le moins de soucis. Donc, c'est vrai que le profil du mentor, il n'est pas évident aussi. Hein. Ça va challenger, je pense. Il n'y en a pas beaucoup, je suppose. Ou il y en a. On pourrait le créer. On pourrait le créer. D'ailleurs, toute la puissance de la relation entre mentoré et mentor, toute la puissance réside dans cette fameuse culture de la générosité qu'on aimerait créer, que par exemple Senia aimerait créer dans Atush for Women, que Shlach aimerait développer avec nous. On peut se rectifier des petites erreurs, on peut s'aider à capitaliser sur nos compétences, on peut s'améliorer. Tant qu'on est à l'écoute et tant qu'il y a cette bienveillance, on peut toutes monter en compétences et on peut toutes s'épanouir davantage professionnellement parlant et autres. Et la puissance de cette relation,
elle est dans comment favoriser cette culture de la générosité, comment donner de son temps, comment donner du conseil, comment faire monter d'autres personnes compétentes à des postes beaucoup plus stratégiques. Voilà. Il y a un point aussi, vu les profils en fait des mentees, c'est tous des hauts potentiels. Et c'est des personnes avec un profil extraordinaire, des écoles, recherche, PhD, management, senior management, CEOs et tout ce que tu veux. Et en général, ces personnes-là, je ne sais pas si elles sont préparées pour avoir un potentiel feedback négatif. En fait, les feedbacks négatifs, ils sont plus importants que tous les feedbacks positifs parfois, parce que c'est comme ça qu'on va nous améliorer, c'est comme ça qu'on peut vraiment améliorer notre performance et évoluer, disons. Donc, as-tu des conseils pour les mentees et aussi les mentors, parce que les mentors aussi peuvent aussi développer leur qualité de mentor et leurs skills en tant que mentor. Y a-t-il des conseils pour les deux, mentee et mentor, pour accepter et recevoir un feedback négatif? Ouais. Internet, ça marche. Elle va revenir comme tout à l'heure. Oui. Sinon, après ça, on a encore des questions. On passe aux questions. On a encore... Je vais quand même dire un seul mot. Barkallah Lyon, parce que les profils sont impressionnants et ces femmes sont impressionnantes. Alors, ton internet a coupé un peu. Si vous m'entendez ou pas, c'est encore ce petit lag entre nous. Je te remercie énormément, Sémia, pour cette question. La question, le sujet, il est pertinent pour tout le monde, il concerne tout le monde. Alors, je ne sais pas du tout si vous m'entendez. Oui, mais l'image, elle est figée. Allô, allô? Allô? Sinon, je peux commencer directement à donner deux, trois petits axes d'amélioration. Allô, allô? Vas-y, parle, je continue à parler comme ça. Fatma Malim, comme ça, on peut checker. En plus, on a besoin de toi pour les questions-réponses. Et oui. Elle peut se reconnecter, ça marche. On l'a perdu, je pense. Ok. Essayez de mute and mute ou bien partager. Sinon, la caméra. Le chef est en train de me répondre. Est-ce que vous m'entendez? Ça bug? Oui. Si, vous m'entendez. Oui, très bien. Donc, Sémia, je te remercie énormément pour cette question. Alors, quand on a des key potentials, quand on a des high potentials, quand on a des potentiels clés, et lorsqu'on a des hauts potentiels, on a souvent, oui, on a, oui. Oui, bien entendu. Ok, on reprend. Donc quand on a des hauts potentiels et des potentiels clés, on a souvent des difficultés lors des feedbacks négatifs parce que c'est des potentiels qui ont toujours été très, très bons dans ce qu'ils faisaient. Et à partir du moment… Ok. Alors, je vais peut-être arrêter un peu la caméra sous le conseil des filles. Est-ce que vous me réentendez là? Oui, oui, on t'entendait de toute façon. Tu peux continuer, vas-y. C'est bon? Mais Fatma Malim, tu peux parler, hein? Oui, non. Ok. Vas-y, si, on t'entend. Ok. Donc le vrai, au fait, le conseil le plus simple à donner, c'est que il va y avoir des difficultés dans ce qu'on appelle
tolérance à la frustration. À partir du moment où le haut potentiel a des difficultés à écouter les conseils, a des difficultés à écouter ce qui dysfonctionne dans sa façon de faire, ou pourquoi il a réellement des difficultés à monter en compétence, il va de temps en temps avoir des difficultés à s'ouvrir aux conseils, à s'ouvrir aux recommandations et avoir du mal à appliquer les recommandations. Alors, ce qui est bien dans le mentoring, c'est que comme on a dit, par exemple, dans ce programme-là, l'accompagnement va durer à peu près 6 mois. Donc, pendant 6 mois, vous allez observer votre mentoré. Il va vous rendre des comptes, il va vous faire des feedbacks. S'il est en train d'écouter suffisamment, si elle est en train d'écouter suffisamment, et qu'elle est en train de faire des efforts pour changer de comportement ou réaliser certaines actions, là, c'est. Mais de temps en temps, si vous voyez par exemple au bout de 2 actions qu'elle n'est pas en train d'évoluer et qu'elle n'est pas en train de mettre en place ce qui a été convenu par vous deux, bien entendu, il va falloir se poser et se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, restez beaucoup sur de la communication positive, sur des critiques constructives et factuelles. Restez sur des faits avérés et aider à se réconcilier avec l'estime de soi-même. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir des remarques négatives ou des critiques un tout petit peu plus compliquées à gérer, il risque d'y avoir ce souci-là. Mais avec un peu de temps, si en plus de ça, il y a cette demande réelle et motivée qui arrive de chez le mentoré, ça devrait aller. J'espère que j'ai répondu à la question de Sémia. Sémia, on ne t'entend pas. Oui, merci beaucoup, Fatma Mariam. On a encore une question ou deux ou on passe au Facebook? Oui, je pense juste on va peut-être finir sur la santé mentale en fait du menti. Ouais, est-ce que ça peut améliorer? Comment ça marche? Donc voilà. Fatma? Ah, elle ne nous entend pas. Non. Ok. Fatma Mariam? Ok. Tu es en train d'essayer, Fatma Mariam, de te reconnecter ou? Non, il n'est pas. Je pense qu'elle essaie de se reconnecter. Je pense qu'on finit sur cette question et ensuite on passe au Q&A. Ouais. Okay. Et on essaie d'attendre Fatma pour qu'elle se reconnecte. Ouais. Sinon, bah, on essaie encore. Hein, entre-temps, Sémia, juste peut-être, il y a pas mal de personnes qui demandent en fait comment s'inscrire au programme et il y en a certains qui n'ont pas reçu le match. Alors, pour celles qui n'ont pas reçu le match, on l'a dit au départ, pour celles qui n'ont pas reçu le match, c'est juste parce qu'on n'a pas… en fait, on a eu une liste de participants, 26 ou 27, on a dit, et on a eu, par exemple, plein de demandes de mentis dans le secteur intelligence artificielle. Et dans ce secteur-là, on n'a pas eu beaucoup de mentors dans le secteur. Donc, on va essayer de chercher plus de contacts. On a les contacts de femmes et d'hommes dans le domaine d'intelligence artificielle et on va leur proposer de faire du mentoring et dès qu'on a une confirmation, on va confirmer ça. On va essayer de faire tous les matchings avant le 1er juillet, la date du début du mentoring. Et on va aussi rajouter toutes celles qui ont demandé à avoir un mentee et un mentor. On va aussi confirmer l'autre partie. Donc, on a confirmé un seul
side, un seul côté, c'est-à-dire pour une personne, elle a reçu un seul match. Et pour celles qui ont demandé deux, c'est-à-dire être mentee et mentor, elles vont aussi recevoir leur mentor prochainement dans les quelques jours qui viennent, on espère. Comment s'enregistrer, c'est maintenant fermé. En fait, on communique beaucoup sur notre page Facebook qui est Atush for Women. Donc, il faut s'inscrire là-bas. Et on a lancé un survey Google, là où il fallait mettre les informations, ce qu'on recherche, le profil de mentor, le profil de mentee qu'on recherche. Et c'est comme ça c'est ce qu'on utilise aussi pour le matching. Il y aura un autre programme qui commencera aussi le 1er janvier 2021. Donc, dans 6 mois, c'est un cycle de 6 mois. On fera un cycle à chaque fois de 6 mois. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un email à afw2020@atush.org ou envoyez-nous des messages sur Facebook ou contactez afw@atush.org, notre email adresse de Atush for Women. Et nous, on essaiera d'assister, d'aider, enfin, de vous trouver des matchs. Fatma Mariam, welcome back. Yeah, thank you. Je suis désolée, c'était ma connexion qui m'a fait défaut. Je suis désolée. Ouais. Est-ce que vous avez eu toutes les réponses? Non, juste la dernière par rapport au bien-être mental, en fait. Oui. Comment ça peut améliorer et tout ça. Puisque le mentor permet de relativiser, c'est très simple aussi, très simple, très concret. Puisque le mentor permet de relativiser, permet de garder cette distance, de reprendre de la distance, de reprendre du recul, elle permet de diminuer la fameuse charge mentale. Donc, c'est vrai qu'au final, le mentoring améliore le bien-être au travail et améliore la montée en compétences. De toute façon, quelqu'un qui a des ambitions, qui a envie de monter en compétences, s'il a les bons conseils, les bonnes recommandations au bon moment, bien entendu que sa santé mentale et physique peut en être améliorée. Mais toujours ce petit bémol et ce petit point de vigilance avec les redondances entre les métiers, les risques encourus pour les uns et les autres. Donc, si on reste dans le périmètre du mentoring, la prise de recul, l'orientation solution, dont on a beaucoup parlé avec Semia d'ailleurs, et toi aussi, l'orientation solution prime. Et donc, il y a une façon de voir les choses et de voir la gestion des problématiques qui est différente et qui peut réellement alléger la charge mentale de la personne mentorée. Voilà. Et je pense que vous avez remarqué, en fait, quand le mentee, en fait, il commence le programme, il est beaucoup plus anxieux au cours du process et à la fin, en fait. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que c'est très important, c'est tout à fait vrai, et c'est pour ça que c'est très important de mettre des balises en place, des balises temporelles. Quand est-ce qu'on va se voir, à partir de quel moment, quelle étape suivre, quelle action mettre en place, quel feedback tirer et quel peut-être axe d'amélioration tirer de tel ou tel feedback, de tel ou tel retour d'expérience. Donc, c'est vrai que si on part au tout début, comme on avait parlé, c'est bien de ce fameux SWOT personnel qu'on avait utilisé l'année dernière pour l'atelier Atush au féminin à Paris, si on le réutilise cette année, qui est toujours d'actualité pour toutes les entreprises, sachant que vous êtes la meilleure entreprise de vous-même, c'est entre vous et vous, si vous mettez en place ce petit SWOT et vous pouvez identifier un temps T à partir du moment où vous allez commencer votre mentoring, vous identifiez vos axes, donc vos faiblesses, vos forces, vos menaces et vos opportunités, vous pouvez vous aider à déterminer beaucoup mieux vos objectifs SMART et commencer ce travail de mentoring et ce projet de mentoring beaucoup plus sereinement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi, Ashlark. Merci à vous toutes. Donc, on pourrait passer maintenant aux questions de Zoom et de Facebook. Oui. Donc, la première question de Zoom, en fait, je pense qu'on en a parlé, mais quelle importance a, en fait, le mentoring dans le process Quelle importance a dans le process de mentoring de devenir même secteur d'activité? Je pense que c'est ce qui veut dire, c'est que, en fait, l'importance d'être dans le même secteur. On en a parlé. Oui, on en a parlé. On
On en a parlé avec juste une petite kiff-kiff, pareil. Pareil, juste un petit point de risque de conflit d'intérêts. Donc, par exemple, au niveau stratégie RH, dans les entreprises, on évite beaucoup que le mentor soit le N+1 direct, soit exactement dans le même pool. Donc, l'idéal, c'est qu'il soit dans le même secteur, mais dans une autre équipe ou avec le moins possible de conflit d'intérêts, puisqu'il peut y avoir des petits règlements, des petits règlements de compte entre équipes, entre managers, entre N+2, etc. Donc, pour éviter tout ça, et que la relation soit la plus sereine, la plus saine, la plus bienveillante possible, et qu'il y ait réellement de la confiance pour libérer notamment la parole et libérer l'action. Tout à fait. Et il faudrait éviter ça. Merci. C'est bien. Merci pour le partage des résultats. Oui, j'ai partagé cette question parce qu'il y a une question qui nous demande à nous, est-ce que vous avez fait vous-même du mentoring? Elle est intéressante la question, j'aime bien. Donc, j'ai fait un petit poll pour voir. Donc, on a 56% où ils n'ont jamais fait de mentoring avant, des deux côtés, et 44% qui ont déjà fait. Je peux commencer à répondre. Moi, oui, j'ai fait du mentoring. Je trouve que c'est extraordinaire, c'est des expériences extraordinaires. Et j'en refais, je le fais, je l'offre. Pour moi, c'est quelque chose de très, très intéressant parce qu'on commence à prendre, comme tu disais avant, Fatma, c'est prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre carrière, par rapport à nos objectifs. Comment travailler sur soi-même, sur sa carrière, sur l'évolution de carrière, sur nos rêves. Pour moi, c'est très enrichissant. Et ça permet aussi de connaître des gens, d'élargir le cercle, d'avoir un point de vue différent. Je vous ai dit avant, je connais quelqu'un qui avait 12 mentors. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas pour avoir plusieurs mentors en même temps. Mais à chacun sa spécialité, ses particularités, je pense. Pour avoir des points de vue différents, parce que les gens, quand tu arrives à un niveau assez senior, peut-être, je ne sais pas, culturellement, je pense que nous, on est plus, c'est ma décision et j'écoute pas les gens. Je veux dire, on n'écoute pas la vie des autres beaucoup, je sais pas. Mais il y a d'autres cultures où pour prendre une décision, ils essaient d'avoir plusieurs points de vue. Et les mentors sont bons pour faire ça. Donc, vous avez fait du mentoring, Jacques et Fatma. Je me suis mentorée toute seule, comme une grande. Mon mentor, il a toujours été mon père, en fait. C'est lui qui m'a toujours encouragée. Depuis mon jeune âge, en fait. Et papa, il m'a dit, quand j'ai eu mon bac, c'est ça, en fait. Papa, il m'a dit, c'est quoi ton rêve? Je dis, papa, je rêve d'avoir un prix Nobel. Bon, voilà, c'est quelque chose de… Il m'a dit, ok, donc tu es juste au premier step, hein, tu viens d'avoir ton bac. Alors, comment tu vas faire pour monter, en fait, pour atteindre ton objectif? Donc, on a fait une sorte de diagramme, en fait, avec les objectifs, les différentes, les diplômes qu'on va avoir, les différentes étapes et tout ça, les contraintes. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit. En fait, je l'avais toujours. Hein, c'est quelque chose de très bien. Et puis, bien sûr, à chaque fois, donc, dans le process, il va y avoir des contraintes que tu n'as pas pris en considération, tu n'as pas pensé, en fait, avant, pendant la mise en place du processus. Et donc, il était toujours là avec moi. Il m'a encouragé d'aller voir des gens qui peuvent aussi m'aider, de me donner des conseils. Notamment, à un certain moment, j'ai fait un choix de me lancer dans une spécialité que j'aime pas. Et c'est là, en fait, que j'avais contacté des gens, en fait, qui m'ont conseillé d'aller me spécialiser dans le domaine physiologie et neurosciences. Et voilà, donc c'est comme ça. Mais j'ai pas eu de programme particulier de mentoring. Ouais. Et toi, Fatma? Moi, j'ai souvent été mentor et j'ai souvent été mentorée. Et après, j'en ai pas eu beaucoup j'ai pas eu beaucoup de mentors au même moment pour répondre à ton autre question. Donc, c'est vrai que ça m'étonne un tout petit peu qu'il y ait beaucoup de mentors pour un même mentoré ou une même mentorée au même moment. Je ne trouve
pas ça très, très productif, sauf si le cas est très complexe et qu'il faudrait vraiment beaucoup d'avis différents et beaucoup de disciplines différentes. Après, j'ai été mentor parce que notamment de par ma spécialité d'accompagnement pour les stratégies RH et la stratégie des communications et de la communication. Donc c'est vrai que j'ai souvent été mentor. Après, comme je suis aussi cofondatrice du réseau WeFoDev, j'ai aussi été mentor au sein du réseau pour plusieurs femmes. Mais enfin, je sais pas, pour moi, le mentoring devrait devenir un sport national, que ça devrait devenir l'évidence, ça devrait devenir l'idéal et qu'on peut toujours libérer 20 minutes par semaine, une demi-heure par semaine, une heure par semaine pour accompagner une ou deux femmes. Voilà. Après, au niveau ratio homme-femme, j'ai eu autant de mentors hommes, notamment comme Eshraq, mon père, mon frère, qui m'ont beaucoup accompagné, beaucoup avec leurs conseils, avec un point de vue totalement différent du mien, avec des expériences professionnelles différentes de la mienne. Mais aussi, j'ai eu comme mentor ma mère aussi, j'ai eu comme mentor des amis, j'ai eu comme mentor des N+1 dans des lieux de travail où il n'y avait pas de conflit d'intérêts. L'expérience est très, très enrichissante. Il faut juste se rendre disponible et suffisamment à l'écoute pour appliquer les bonnes recommandations. Et après, on peut monter très, très vite. Et on peut apprendre beaucoup. Tout à fait. Voilà, on passe aux questions suivantes. S'il y a d'autres questions, peut-être, c'est bien. C'est bien, on t'écoute pas. Là, j'ai un micro, s'il te plaît, c'est bien. Oui, il y a une question qui est très intéressante. Ça Oui. dit qu'au départ, on est très motivé, comme tout projet, bien sûr. On est super motivé, on veut faire du mentoring, on se prépare et tout. Et après, tout au long, et c'est pour ça, en fait, nous, on a mis 6 mois pour que ça ne s'étale pas sur des années, que ça aboutisse à rien. Oui. Donc, la question, elle dit comment on reste motivé et que va faire bien sûr Adjuge for Women. Enfin, c'est quoi les conseils pour rester motivé tout au long du processus ces 6 mois pour ne pas perdre cette motivation? Qu'est-ce que doit faire le mentor ou le mentee ou les deux pour garder cette motivation? Je vais juste relire la question pour être fidèle. Un peu, ouais. Voilà, c'est ça. C'est comment garder la motivation tout au long du programme. La motivation des équipes, elle est au cœur de toutes nos problématiques RH. Donc, la question vraiment sur ce projet-là est très pertinente et très intéressante. Alors, il faut savoir qu'il y a des échelles d'attitude pour évaluer la motivation intrinsèque et extrinsèque de tous les candidats. D'accord ? Donc, il y a des proportions à la motivation et à la résistance, que ce soit au stress ou bien sur le long terme ou le moyen terme de tous les candidats. Donc, dès le départ, on n'arrive pas avec la même motivation. C'est là où rentre en compte la prévention, la préparation en amont des mentorés. On leur dit, le projet, il va durer 3 mois, 4 mois, 6 mois. Comment vous le voyez? L'établissement de ces fameuses balises temporelles, et c'est très important. Sauf que en dehors des balises, il est important pour le mentor de jouer son rôle pleinement. Donc, le mentor, il va challenger, il va émettre ses critiques constructives et notamment ses axes d'amélioration, mais il va essentiellement célébrer les quick wins. Il va célébrer les petites réussites et les réussites rapides. S'il ne célèbre pas, il va avoir des difficultés à motiver son mentoré. Donc, il va y avoir un travail d'autodiscipline du côté du mentoré et d'automotivation. C'est quand même son projet. C'est quand même lui le premier bénéficiaire et le plus grand bénéficiaire du projet. Donc, il faut dire entre nous qu'il a intérêt à être bien motivé. Mais comment maintenir la motivation? C'est aussi par ces stratégies d'accompagnement, ces stratégies de célébration des petites réussites. Ok. Alors, on va couper encore. Anna, j'ai pas trop de questions sur Zoom. Donc, c'était plutôt relié en lien avec les inscriptions et tout ça. Oui, pour les inscriptions, il y a eu la question quand est-ce qu'on peut nous enregistrer pour janvier 2021. On va ouvrir, mais plutôt quand on sera plus proche de janvier 2021. Mais
Dans tous les cas, envoyez un email à afw@atuche.org. Et nous, en fait, on va classer, on va garder les noms des intéressés. Comme ça, on vous met dans la mailing list de tous les emails pour vous inviter à vous inscrire. En général, on envoie un lien pour l'inscription et on communique là-dessus sur notre page Facebook et à travers les channels que nous avons pour communiquer. Il y a eu une question. Peut-on être mentor sans être mentee? Dans le sens, c'est-à-dire se proposer en tant que mentor sans avoir eu l'expérience d'être mentee au passé. Je pense que ça sera la dernière question. Tu m'entends, Fatma Mariam? Fatma Mariam? Je ne suis pas mute. Non, laisse-moi aussi. Fatma Mariam. Fatma, تسمع فينا؟ Allez, 2 questions et enfin, we close. Non. Je pense qu'il est en train d'essayer encore. Hein. Ouais. Ouais. C'est Internet. Donc, on aura 2 questions. Et après, on essaie de clôturer. C'est toujours Internet. Je suis désolée, j'ai changé de support parce que ça n'arrêtait pas de bugger. Avez-vous participé à un mentoring? Oui, 44%. Ok, très bien. On a Pardon. encore 2 questions et on va clôturer. Oui, oui, dis-moi. La première question, est-ce qu'on peut être mentor sans avoir eu l'expérience d'être mentee? L'idéal aurait été d'avoir les deux, mais on peut l'être, bien entendu. La condition minimale, c'est d'avoir suffisamment d'expérience métier et d'être prédisposé à le faire, vouloir le faire et libérer du temps et rester disponible. D'ailleurs, il y a 5 axes à retenir, c'est la tolérance, la compétence, la fiabilité, la générosité et la disponibilité. Donc, la disponibilité, elle est prépondérante. Si quelqu'un remplit ces critères-là et qu'il a été notamment choisi par le mentoré et qu'il a été notamment choisi dans un programme ou qu'il a proposé son aide parce qu'aujourd'hui, il se sent disponible pour le faire, c'est tant mieux. Mais c'est pas forcément obligé qu'il ait été mentoré à son tour. Mais normalement, s'il a suffisamment de niveau d'expérience métier, il a sûrement été mentoré d'une façon ou d'une autre, de façon officieuse ou officielle. Ouais. Mais ceci n'exclut pas cela. Pardon, Sémia, vas-y. Juste la dernière question. Comment on mesure la performance du mentoring? C'est-à-dire comment est-ce qu'on juge si ça a été successful or not? Alors, si c'est un succès, c'est évident que les objectifs ont été atteints. Donc, c'est en rapport, c'est comme en gestion de projet. Le projet de mentorat, il est inhérent à quoi? Il est inhérent aux objectifs qu'on a déterminés dès le départ. Donc, soit c'est des objectifs au niveau soft skills et hard skills, soit c'est des objectifs uniquement de hard skills. Est-ce que la capacité d'évoluer du mentoré a été atteinte ou pas? Est-ce que les objectifs du mentoré ont été atteints ou pas, partiellement ou pas, explosés et dépassés? Comme on entretient un mi-annuel d'évaluation ou annuel d'évaluation et de progrès en entreprise. C'est la même chose à peu près. Donc, il faudrait aussi, en fonction des balises, observer la progression du projet, la progression de l'atteinte des objectifs. Plus on s'en rapproche, plus le travail est clean, plus le travail est bon, moins on se rapproche,
plus, il va falloir réajuster la pédagogie vis-à-vis de son propre mentoré. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Merci beaucoup. On a fini. Moi, j'ai plus de questions. Shraf, de ton côté. Moi aussi, juste une dernière question de Maïssa qui veut savoir est-ce que je dois payer mon mentor? Non, surtout pas. C'est la fameuse différence avec le coaching. Avec le coaching. On a parlé. C'est la différence avec les consultants, c'est la différence avec les psychologues. Il y a des personnes dont le métier est d'être payé pour donner une prestation. Dans le mentorat, c'est une action bénévole et c'est une action où on est payé intellectuellement parlant, mais pas au niveau financier. Le paiement sera pour le mentor, c'est Voilà. la possibilité de te voir avancer, de te voir growing et tout ça. Je pense que c'est la meilleure des choses, de voir le changement, de te voir successful, de te voir réussir et aller de l'avant. De voir épanoui aussi, ça c'est très important. Ouais. Exact. Bon, ben, merci beaucoup. Merci infiniment, Fatma Malifessi. Merci beaucoup, Shraq. C'était très intéressant. J'espère, merci à toutes et à tous nos spectateurs en différents pays. Allez, merci beaucoup à tous. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bye bye. Namasté. Erhag. Bye. Bye.